On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Audrey Norcia, qui est, comme le diapo vous l'indique, docteur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1, qui est commissaire également de l'exposition en cours au CMO sur les objets, et qui intervient, comme le titre vous l'indique, sur objets, art et mémoire au XXe siècle. Donc juste 2 mots d'introduction sans mordre en fait sur sa propre intervention. D'abord pour dire que l'objet en histoire, et en particulier quand on fait de l'histoire matérielle, de la culture matérielle, c'est quelque chose de très important, c'est une trace du passé. Mais ici, en fait, la trace est plutôt envisagée comme vecteur de mémoire entre passé et présent, entre individuel et collectif, puisque les objets ont appartenu, ont circulé, ont été découverts de manière fortuite ou non, ont ensuite un itinéraire qui est souvent particulier, et puis se retrouvent ici dans une exposition rassemblée, présentée, exposée. Et bon, la question qui suit, c'est celle, bien sûr, du devenir ensuite. La deuxième chose que je voulais signaler, c'était que par rapport à cette thématique, c'est la synchronie entre la disparition des derniers survivants, des dernières paroles, et puis les objets, qui sont aujourd'hui les traces matérielles les plus tangibles de ce lien avec le passé, et qui ont, malgré leur itinéraire et leur trajectoire individuelle, tous en commun d'être reliés au massacre et à la destruction du village. Voilà, donc Audrey Norcia va nous évoquer en fait ces thématiques à travers sa spécialité, c'est-à-dire essentiellement l'examen de la manière dont les artistes se sont emparés dans l'immédiate après-guerre et dans les années d'après-guerre de cette thématique des objets. Je vous laisse la parole. Je vous remercie Marc, merci beaucoup. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Alors avant toute chose, bien sûr, je tiens à remercier le Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, en particulier sa directrice, Babette Robert, de permettre ce temps de partage avec vous. Donc, cette communication a pour titre « Objets, art et mémoire au XXe siècle ». Il s'agit d'étudier comment et pourquoi, au sortir de la guerre, les objets sont entrés physiquement dans l'art du XXe siècle, en cessant d'être simplement représentés, figurés, comme dans le genre de la nature morte, et de quelle manière ils ont mis sur le devant de la scène artistique une mémoire, si ce n'est une réflexion historique et ontologique. Alors, bien entendu, cette présentation s'inscrit dans l'exposition Oradour, objets en héritage, qui a ouvert en avril dernier au Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Cette exposition, pour la première fois, montre les objets ayant appartenu aux 643 victimes de l'effroyable massacre perpétré sur la population d'Oradour par une unité de division de la Waffen-SS Das Reich le 10 juin 1944. Cette exposition montre des objets récupérés dans les ruines du village martyr, puis conservés et transmis depuis. Ces objets portent une mémoire, et par-delà le temps, ils nous mettent en contact avec les victimes. Leur nombre nous permet de nous représenter ce que fut un massacre de masse, la quantité d'objets prélevés dans les décombres, ainsi que l'émotion immédiate qui se dégage de certains d'entre eux, plus particulièrement telle cette toupie ou cette chaussure que nous avons choisi de présenter isolée dans le parcours d'exposition, sans parler du landau criblé de balles. Ces objets donc nous parlent non seulement de la violence qui s'est abattue sur les villageois, tout âge confondu, ils évoquent un destin, une histoire humaine, subitement et injustement arrêtée. Tous sont aujourd'hui des objets de mémoire, des vecteurs de transmission pour les familles des victimes, mais aussi pour chacun des visiteurs. Pour qui a travaillé à ce projet d'exposition, il a été difficile d'appréhender ces objets, de les regarder, de les toucher, de les manipuler, d'en prendre les dimensions, de les photographier, tout ce travail nécessaire à leur conservation. Un moment assez éprouvant émotionnellement d'avoir à faire à ces objets et à leur histoire. Et immédiatement, qu'on les touche ou simplement qu'on les voit à distance, on ressent un profond sentiment de respect et une douleur. Toutes ces démarches d'inventaire qui ont donc été nécessaires à la constitution de ce fonds patrimonial
et à l'élaboration de l'exposition ont suscité forcément, pour ceux qui les ont approchés, ces objets, des sentiments, une émotion. Car oui, ces objets, aussi délicats et en même temps aussi banals soient-ils dans leur forme, font partie de notre patrimoine et de notre histoire. Il est impossible de circuler parmi eux sans ressentir le poids de cette mémoire qu'ils portent en eux, chacun individuellement et collectivement rassemblés. Un objet isolé, une fourchette, une montre, une paire de ciseaux, renvoie à une personne tragiquement disparue. Cet objet la désigne sans pouvoir être attribué avec certitude, mais cet objet parle de cette personne. J'insiste sur cette dimension parce que les artistes que nous allons découvrir ensemble ont tout à fait compris, saisi cette subtilité de cet objet transmetteur, vecteur de mémoire. Et quand ce même objet est retrouvé en nombre sur les lieux du massacre et rassemblé dans la même catégorie typologique que ses congénères, pourrions-nous dire, il parle alors de l'ampleur de la tragédie. Alors vous me direz, comment un objet, une matière inerte et muette, peut-il parler ? Comment peut-il s'adresser à tous, et d'autant plus à travers le temps, alors que plus rien a priori ne nous relie à lui ? Certains objets, en effet, ont perdu depuis les années 1940 leur usage dans notre société contemporaine. Ils ont une forme qui ne nous évoque plus grand-chose. Et pourtant, déplaçons quelques instants notre propos et transposons-le dans un passé plus lointain qui finalement nous est devenu familier grâce aux recherches historiques et archéologiques. Pensons aux objets archéologiques que nous ont légués l'Antiquité, le Moyen-Âge ou la préhistoire. Leur vision nous évoque immédiatement une culture, un mode de vie, des croyances et même des gestes que l'historien et l'archéologue ont su retracer au fil du temps par études et comparaisons. Les objets d'Oradour font partie de la culture matérielle des années 40. Rares sont les objets qui, par leur esthétique ou leurs matériaux, se distingueraient des autres, de ces ensembles qu'a identifié le docteur Maffran, premier conservateur des ruines d'Oradour, qui a été à l'initiative de la Maison du Souvenir. La Maison du Souvenir, rappelons-le, a été envisagée dès octobre 1944. Elle a finalement ouvert le 10 juin 1963 dans une grange du village pour présenter ses objets. Elle fermera ses portes en 1974. Les objets seront alors déposés au mémorial. Pour redonner du sens et une dignité à ce chaos d'objets qu'il a consciencieusement prélevés dans les ruines, le docteur Maffran les a classés par catégorie ou typologie, dirait l'archéologue, afin que ces types d'objets évoquent non seulement un pan de vie des victimes et du village, la vie domestique, les corps de métier, la vie scolaire, la vie associative, et en reconstituent la communauté dans son ensemble et dans ses particularismes. Toutes les personnes qui ont œuvré à l'exposition actuelle ont donc hérité du travail du docteur Maffran, au sens propre comme au figuré, puisque ces archives ont été léguées au Centre de la Mémoire en 2019. Nous avons donc tenté de nous inscrire, autant que cela nous semblait pertinent, dans la continuité du docteur Maffran. La présentation des objets sous vitrine, leur sélection, parce qu'il a fallu sélectionner dans le sens où la quantité d'objets est énorme, le parti pris scénographique ont été néanmoins mûrement réfléchis. Une réflexion qui vise à conduire le visiteur par étapes à faire appel à ses émotions, son ressenti, avant de solliciter son intellect. C'est pourquoi la scénographie, remarquablement réalisée par l'architecte Isabelle Fourcade, est d'une grande sobriété. Notre présent devait s'effacer devant celui des objets pour mieux les laisser entrer en dialogue avec nous, les laisser parler. J'ai fait appel à l'archéologie pour tenter d'éveiller la perception que nous avons des objets, ce que protègent et valorisent les musées et ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Comment l'objet donne-t-il accès à la profondeur de l'histoire et à l'horreur ? Comment dépasser l'obstacle de la matérialité brute et a priori silencieuse des objets pour convoquer la part lisible du passé ? Le préhistorien André Leroy-Gourand nous apprend, je le cite, qu'il faut imaginer la Terre comme un livre dont les objets forment un texte, même si en réalité, il y a plus de choses écrites entre les objets que sur les objets eux-mêmes. Cette remarque très poétique peut-elle s'appliquer aux objets d'Oradour, violemment jetés dans l'histoire ? Dans quelle mesure les objets ramassés sur les lieux du massacre, collectés et préservés, donnent-ils à lire l'histoire ?
comment dans l'interstice de ces ensembles d'artefacts se dessine l'histoire d'un village, de ses métiers, de son école et de ses habitants. Petit saut dans le temps. À partir des années 50 et massivement dans la décennie suivante, les artistes vont accorder un intérêt singulier aux objets de leur environnement quotidien. Certes, ces objets vont subitement être produits en masse par la société que l'on nomme de consommation. Et ils vont naturellement entrer dans le champ de l'art. On sait comment le pop art, dont vous avez ici quelques exemples à l'écran, le pop art a représenté tous ces nouveaux objets dans l'espace pictural, qu'il s'agisse des fameuses soupes Campbell sérigraphiées par Andy Warhol ou de la bouteille Coca-Cola insérée par Robert Rauschenberg dans un de ses combines, comme du réfrigérateur et des produits d'alimentation ou d'hygiène représentés par Tom Wesselmann. C'est bien cette nouvelle mythologie de l'après-guerre qu'a subtilement décryptée Roland Barthes en 1957, qui élit le plastique en matériau quasi divin et la Citroën en nouvelle cathédrale. Or, parallèlement à l'essor de cette société qui produit en masse de nouveaux objets qui apportent confort et modernité dans les foyers, les artistes européens, eux, vont s'intéresser aussi de façon inédite aux objets, mais pas aux mêmes objets. Rien de clinquant ni de rutilant, de fraîchement usiné dans les œuvres de Daniel Spoerry, Armand, Jean Tinguely, Niki de Saint-Phal, Yves Klein, Raymond Hince, Jacques Villeglé. Tous ces artistes que le critique d'art Pierre Restany a regroupés sous l'étiquette très commode de nouveaux réalistes, soit des artistes qui observent la réalité et s'en font les interprètes. D'ailleurs, cela n'a pas échappé aux artistes pop que leurs homologues transatlantiques, donc européens donc, avaient un goût pour les objets abîmés, vieillots, un peu moches et poussiéreux, des objets d'un autre temps. Et les artistes pop ont même qualifié les artistes européens contemporains d'antiquaires lors de l'exposition qu'ils ont partagée en 1962 à la Sydney Janis Gallery à New York. Cette information a du sens. Les artistes américains ont vu juste dans cette distinction, car le contexte de création en Europe dans les années 50 n'est pas celui des États-Unis. La guerre est passée par là, sur le sol français, partout en Europe. Les ruines dues au bombardement ont laissé des séquelles, tant dans le bâti que dans les psychés. Malgré les années de reconstruction et les efforts lancés dans ce sens par différents pays européens, l'histoire ne peut s'effacer. On peut d'ailleurs s'arrêter sur les dates de naissance de ces artistes pour s'en donner une idée. Tinguely, par exemple, est né en 1925, Villeglé en 1926, Armand en 1928, Hince 1926, Klein 1928, Niki de Saint-Phal et Spoerry 1930. La Seconde Guerre mondiale correspond pour cette génération à la fin de leur enfance ou de leur adolescence. Certains, comme Spoerry, qui a perdu son père dans la Shoah par balle, en ont directement souffert. On verra tout à l'heure comment cette vision, cette histoire tragique, a rejailli dans l'œuvre de Spoerry, justement, presque à son insu. Raymond Hince, symboliquement, il le dit, aura la révélation de sa vocation de photographe quelques jours après le débarquement des Alliés dans les rues de Laval. Ces premiers clichés montreront les ruines des villes bombardées. Muni d'un Kodak, il photographie, inventorie lui aussi les dommages de la guerre, les murs abattus par les bombes, ce qui lui fera dire ceci: « Chaque fois que je vois des chantiers, je pense aux ruines de Saint-Malo en 1944. » La vision des ruines est donc persistante, prégnante dans la reconstruction après-guerre. Jacques Villeglé, ami de Hince, commence à collecter à Saint-Malo des objets trouvés, des fils d'acier, des débris du mur de l'Atlantique, et il compose avec. Ainsi, il compose Fils d'acier chaussés au corsaire en 1947. Ces petites figurines dansantes, façon Calder, faites de fils d'acier trouvés sur la chaussée des corsaires à Saint-Malo, pliées, torsadées, ont quelque chose d'enfantin et de terrible à la fois. Enfantin, parce que l'artiste s'amuse des matériaux récupérés auxquels il donne une autre vie. Terrible aussi, parce que ce fil torsadé rappelle les barbelés, ceux auxquels ont été confrontés les soldats qui ont débarqué, ceux des camps, donc la guerre. Qu'ils aient vécu et subi la guerre de près ou non, ces artistes ont senti les effets de celle-ci sur la société. Leur art va emprunter des trajectoires dont ils auront conscience par la suite.
reviens en arrière. Que dire en effet des tableaux pièges de Spoeri, ces restes de repas figés tels quels sur un bout de table, comme s'il s'agissait du dernier repas pris par des consommateurs disparus, puis redressés et élevés par l'artiste en témoin. Mais témoin de quoi? Et que penser de l'étalagisme, pour ainsi dire compulsif, d'Armand? Est-ce simplement, comme l'écrivait Guy Debord, une superposition continue de couches géologiques de marchandises? Ou bien devons-nous y voir la persécution d'une image qui hante? Celle des entassements d'objets filmés par Alain Resnais dans Nuit et brouillard, sorti en 1955, comme l'a suggéré rétrospectivement Armand lui-même en 1998. Comme si dans ces accumulations se superposaient, pour mieux se contredire, se terrer, se percuter, des pensées contradictoires, celles de l'essor d'une société en pleine découverte du consumérisme et qui vit avec fébrilité toutes ces choses qu'a recensé Georges Perec, et celle d'un passé trop douloureux, devant être refoulé, mais revenant sous cette forme du trop-plein. Trop à voir, trop à consommer, et trop à digérer, à enfouir, à oublier. Gilles Carrick, dans son article « Le nouveau réalisme, un détournement de la profusion des choses », paru dans le catalogue d'exposition Le Nouveau Réalisme qui s'est tenu en 2007 à Paris, note ceci, que l'historien d'art Ziva Amichai Mezel fait le constat dans Depiction and Interpretation, the Influence of the Holocaust on the Visual Arts, que l'apparition, je le cite, de lunettes, de chaussures, de dentiers dans les accumulations d'Armand coïncidait avec la capture d'Adolf Eichmann en 1960, suivi de son procès et de son exécution au printemps 1962. Or, une sombre actualité a remis Oradour-sur-Glane dans les colonnes des journaux en 1953 et sur les écrans de cinéma, par la voix des actualités françaises qui disait ceci le 12 janvier 1953, depuis le 10 juin 1944, Oradour est devenu un nom dans l'histoire. Cette actualité, bien sûr, c'est le procès militaire de Bordeaux, qui a pu raviver une histoire nationale dans toute son horreur, dans la mémoire collective comme de celle d'Armand. Armand évitait d'associer son travail à une illustration consciente de la Shoah. Et à ma connaissance, il n'existe pas de mention à Oradour, mais c'est une chose qu'il faudrait peut-être approfondir. Pourtant, plusieurs accumulations pourraient être des interprétations du massacre, comme, je vous donne les titres de ces accumulations, Le village des damnés, Ainsi fond, Le massacre des innocents. Il est intéressant de marquer un arrêt sur une déclaration que l'artiste a formulée au sujet de l'œuvre Consigne à vie, qui consiste en une accumulation de valises qui ont ensuite été coulées dans le bronze. Donc je cite l'artiste. Pour les valises, ce n'était absolument pas en corrélation avec un exode quelconque, la Shoah ou quoi que ce soit, c'était déconnecté. Si j'avais voulu évoquer l'exode, je ne l'aurais pas fait comme cela. Je me rappelle l'exode, j'étais sur la route. L'exode est passé à côté du grand pré de mon grand-père. Et il poursuit. J'ai vu ce qu'était un exode. Il y a un grand désordre. Ce ne sont pas des valises, mais surtout des ballots, une sorte d'accumulation de choses qu'on emporte. J'insiste sur l'expression accumulation de choses qu'on emporte. Cela va jusqu'au lit, en passant parfois par des valises, naturellement, et le tout dans une confusion invraisemblable sur des véhicules qui ne sont pas toujours des voitures. J'ai vu des exodes et je peux en parler, c'est toujours la même chose. J'ai toujours la même image et ce n'est pas une accumulation de valises. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant le sujet de l'exode que ces deux déclarations dissimulées, en quelque sorte, inconscientes presque, d'Armand, qui dit une sorte d'accumulation de choses. Cette accumulation, donc, pour lui, renvoie directement au souvenir de la guerre. Et j'ai toujours la même image. La mémoire d'Armand, comme celle d'autres artistes et de non-artistes, est imprimée et marquée de ces images, celle de la guerre. Bien sûr, son travail, comme celui de Tinguely, par exemple, est une dénonciation des périls de la consommation à outrance, ce que ne font pas leurs collègues américains.
Armand dit ceci: il y a eu au départ une certaine dénonciation de la production en masse qui allait nous écraser. Des gens comme moi, comme Spoerry ou même comme Tinguely ou Niki de Saint-Phal savaient que le prochain danger était la production et la consommation. Dans mes travaux de thèse, dont le livre Ruines, rebuts et traces, quand l'art contemporain découvre l'archéologie, qui paraîtra l'année prochaine aux Presses du Réel, j'ai démontré que les nouveaux réalistes ont en effet agi en archéologues de leur présent, en considérant leur propre culture matérielle comme appartenant au passé et dressant un constat sévère sur la trajectoire des sociétés occidentales. C'est d'ailleurs avec la conscience d'une faillite morale, d'une telle dynamique de saturation d'objets et de destruction que s'inscrivent les tirs de Niki de Saint-Phal, qui évoquent la violence et la pulsion de mort que ces jeunes artistes ne veulent plus contenir. L'artiste franco-américaine est en révolte contre le monde et ses guerres. Ces tirs dénoncent un monde secoué de convulsions violentes. Pour reprendre les mots du premier directeur du Centre Pompidou, Pontus Hulten, sur l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Les œuvres de Tinguely relèvent de cette même mécanique de la destruction, ainsi de Roto Zaza 2, que vous avez à l'écran, la série de 3 petites vignettes, ou de sa machine autodestructrice intitulée « Étude pour une fin du monde », dont la mise en action fut réalisée dans le désert du Nevada, lieu des premiers essais de la bombe atomique par l'armée américaine. Et comment justement ne pas deviner derrière les anthropométries de Klein les ombres de corps soufflés et brûlés que la bombe atomique a laissées sur la ville d'Hiroshima. Hiroshima, c'est en effet le nom que Klein donne à l'une de ses anthropométries, celle que vous avez actuellement à l'écran, lui qui séjourna au Japon au début des années 50, parce que Klein était judoka avant d'être peintre. Hiroshima, les ombres d'Hiroshima, dans le désert de la catastrophe atomique, elles ont été un témoignage, sans doute terrible, mais cependant un témoignage, tout de même, d'espoir de la survie et de la permanence, même immatérielle, de la chair. L'écho au désastre de la guerre peut sembler lointain dans l'art de ces années de reconstruction nommées 30 glorieuses, et pourtant il existe. La colère et les craintes vis-à-vis de l'avenir traversent cette génération faussement optimiste. Armand exprime par le feu le trauma de la guerre, ses combustions l'illustrent. Ces objets dévorés par les flammes évoquent n'importe quelle scène de carnage. On pourrait s'offusquer du raccourci visuel qui rapproche certaines accumulations d'Armand, telles que le massacre des innocents, des poupées ayant appartenu aux jeunes victimes d'Oradour que présente l'exposition. Il est également frappant de constater l'effet produit par ces deux accumulations, un jour ouvrable et paradoxe du temps, qui sont des accumulations de cadrans d'horloge et de réveils, disposés ici, à l'écran, à côté des réveils et montres retrouvés dans les maisons et sur les dépouilles des victimes. La comparaison des faits personnels ayant été portés par les victimes, les barrettes à chignons, les lunettes, les dentiers, avec la vie à pleines dents d'Armand, par exemple, est à peine soutenable. D'un côté, l'horreur impensable et le vestige matériel, l'objet pour en témoigner. De l'autre, une mise en scène à la fois cynique et macabre qui signifie le trauma d'une société qui n'affronte pas réellement son passé, que l'art, lui, contribue à traiter, ou du moins à symboliser plastiquement. Et ce sont ces images obsédantes et cauchemardesques qui reviennent, des ruines, des corps carbonisés, des objets en pagaille, une vie subitement interrompue. C'est ce que suggère la vue des tableaux pièges qu'initie Daniel Spoerry en 1960, des restes d'un repas qui aurait été quitté précipitamment. Spoerry piège les traces d'un repas, ces restes, des mégots de cigarettes, des fonds de tasse, une bouteille vide, une assiette, des couverts maculés, et il fait du repas le plus banal une nature morte, c'est-à-dire une scène d'où la vie s'est enfuie. Une nature morte en 3 dimensions. C'est une entrée plastique, matérielle, pour communier. Communier avec le rituel que constitue tout repas, et ça c'est la dimension anthropologique du travail de Daniel Spoerry, qui lui tient à cœur. Communier avec la mémoire que renferme chaque objet fixé sur la table, chaque reste organique, ça c'est pour la dimension archéologique de l'œuvre de cet artiste. Et peut-être aussi potentiellement
toucher à la mémoire des propriétaires de ces objets. L'écoulement du temps est ainsi contredit, les objets sont figés, pétrifiés, à la façon des vestiges pompéiens. Le tableau piège donne un statut d'éternité au quotidien par cet assemblage d'objets sur lequel l'artiste n'intervient que pour les coller au support de la table. Il n'agence rien du tout, il ne touche à rien, il soulève un objet, il colle, et ainsi se constitue le tableau piège à partir des restes d'un repas. À Oradour, des ciseaux, des dés à coudre, des portefeuilles, des sacs à main, des couteaux suisses, des fourchettes, des assiettes, des encriers, surgissent du passé, d'un passé tragique, et nous ramènent à leurs usagers. Instaurer un rapport intime aux objets avec le visiteur est d'autant plus important que nous entrons dans l'ère d'après les témoins. Plus personne pour relayer oralement et directement la mémoire du massacre. Il ne reste que les traces matérielles, les objets. Certains d'entre eux, comme une assiette ou des chenets de cheminée, se transmettent de génération en génération. Les morceaux de la cloche fondue de l'église le sont aussi. Avec les bouteilles déformées par la température du feu de l'incendie, les morceaux de métal fondus et le landau criblé de balles, tous témoignent dans leur matière de la violence du massacre. Face à cela, l'art peut devenir l'exutoire d'un trauma collectif. La génération des nouveaux réalistes ne découvre pas là cette stratégie. Dada, durant la Première Guerre mondiale, décrypte l'absurdité de la guerre et les horreurs qu'elle engendre. Ce mouvement d'avant-garde, représenté par des artistes et des intellectuels français, allemands, roumains, qui émerge à Zurich et qui se propage à New York et dans toutes les grandes villes européennes, ce mouvement donc se positionne clairement contre la guerre. Il n'y a pas d'esthétique, de style commun à ces artistes, mais ce qui les unit, c'est la volonté de briser les conventions artistiques, de bousculer, de saper les fondements de la société contemporaine qui a entraîné le monde au carnage en recourant à des matériaux pauvres ou de récupération, tels que le carton, le crin, le tissu, et aussi en s'inspirant de chants, de musique et de coutumes, et costumes également, extra-occidentaux, en réaction à la perversité morale de l'Europe en guerre. Alors que l'Europe perd son humanité et envoie à la boucherie ses hommes, que ces pays remodèlent tant bien que mal leur gueule cassée, le fragment, le désordre et le motif de la machine voient leur apparition dans les montages et assemblages créés à la même époque par Dada. L'esprit de notre temps, tête mécanique de Raoul Haussmann, en est un exemple. Il s'agit d'une marotte de coiffeur en bois que l'artiste a récupérée, sur laquelle il a fixé des éléments hétéroclites, un gobelet télescopique, un étui de cuir, un tuyau de pipe, un morceau de mètre de couturière, un double décimètre, etc. Haussmann l'explique avec ces mots : « J'ai découvert que les gens n'ont pas de caractère et que leur visage n'est qu'une image faite par le coiffeur. Je voulais dévoiler l'esprit de notre temps, esprit de chacun dans son état rudimentaire. » Après la Première Guerre mondiale, il semble donc que pour les dadaïstes, l'individu bourgeois se résume à des chiffres, que la société occidentale se réduise à sa mécanisation, qu'a révélé atrocement la guerre, quelque chose de froid, de mécanique, mathématique, rationnel, quelque chose d'impersonnel. Et on retrouve aussi cette idée dans les toiles de De Chirico, avec l'apparition du motif du mannequin. De son côté, à Hanovre, le peintre Kurt Schwitters décide de réagir au conflit mondial en se servant différemment de la peinture et en lui incluant des matériaux de rebut. Comme il l'indique, de toute façon, tout était fichu. Et il s'agissait de construire des choses nouvelles à partir des débris. À partir de 1919, il entreprend de nommer Merz les collages et assemblages qu'il réalise. Merz lui vient du mot Commerz, qu'il trouve dans une annonce publicitaire dans laquelle était écrit Commerz und Privatbank. Schwitters choisit de prélever une syllabe, encore un fragment, d'un mot et du langage, et donc de la raison, auquel il n'est plus possible de se fier. Ainsi, il choisira pour leur qualité plastique et visuelle des objets ramassés dans les rues. Un couvercle de boîte devient une surface, une ficelle, une ligne, et tous ces matériaux assemblés et collés forment une composition abstraite. La démarche de Kurt Schwitters relève du chiffonnier baudelairien et de l'archéologue. Les objets et coupures de journaux qu'il collecte et intègre à sa toile parlent de la société
à travers ces restes. Alors on pourrait résumer l'approche des dadaïstes et des nouveaux réalistes un peu de façon synthétique, presque grossière, mais il me semble assez juste. Alors, d'un côté, Dada, face à une société brisée, au corps déchiqueté, Dada utilise les débris, les choses dérisoires et fragmentaires de la culture matérielle des années 1916-1920 pour dire l'absurdité de ce monde, pour recomposer, pour se projeter dans un autre possible. Les nouveaux réalistes, eux, ramassent aussi des objets, mais sans agencement esthétiquement raisonné. C'est plutôt le désordre et le chaos qui sont mimés à nouveau. Le chaos des tableaux-pièges de Shpuri, comme des machines de Tinguely ou des tirs de Nikit Saint-Phal. Et qui met en relief le degré de mécanisation de destruction et des crimes perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors revenons à Daniel Shpuri pour comprendre justement jusqu'où peut être lu le mimétisme du traumatisme de guerre à travers l'objet. En 1983, l'artiste décide d'en finir avec la série de ses tableaux-pièges et réalise pour cela un grand banquet dans le parc du domaine de Moncel à Jouy-en-Josas, qui appartenait à l'époque à la Fondation Cartier. Le plasticien invite une centaine d'amis, dont des personnalités du monde de l'art. Sur les photographies et à travers les témoignages, on sait qu'y ont assisté Nikit Saint-Phal, César, Armand, mais aussi les peintres Pierre Soulages, Hérault, le galeriste Daniel Templon, la critique d'art Catherine Millet, l'écrivain Alain Robbe-Grillet. Donc ces invités sont accompagnés de leurs conjoints, de leurs enfants, à partager un repas d'abat préparé par Shpuri. Shpuri est l'inventeur, il faut le rappeler, du Eat Art. Chaque invité devait venir muni de sa propre vaisselle qu'il abandonnerait ensuite sur les planches servant de table et reposant sur des tréteaux. Je pense que c'est assez visible à l'image. L'ensemble des restes du banquet, à la fois les restes alimentaires et les restes mobiliers, allait être enterré dans une tranchée de 40 mètres, creusée par l'artiste et destinée à recevoir symboliquement la mort du tableau-piège. Alors cet enterrement du tableau-piège s'intitule ironiquement « Le déjeuner sous l'herbe », en référence bien sûr au peintre de la modernité, Édouard Manet. Il s'agit d'un happening, c'est-à-dire dans le champ de l'art contemporain, un spectacle où la part d'imprévu est importante, essentielle même, et qui n'a pas vocation à être rejouée. Toutefois, c'est une autre histoire que ce geste artistique réveille, celle du jeune Shpuri, né Daniel Isaac Feinstein, fils d'un libraire juif converti au protestantisme et d'une Suissesse, Lydia Shpuri. Le père de Shpuri est assassiné par balle en 1941 et jeté dans une fosse lors du sanglant pogrom de Liachi lancé par le régime fasciste roumain contre sa population juive. Le père de Shpuri a donc été tué par balle, jeté dans une tranchée. En 2010, une équipe de l'INRAP, donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive, a procédé à la fouille d'un tronçon de 6 mètres du déjeuner sous l'herbe sur accord de l'artiste qui était présent et qui en fait avait programmé le déterrement du banquet dès ses débuts, dès son action. Il avait envisagé qu'un archéologue déterre plusieurs dizaines d'années plus tard les restes du banquet. Alors c'est finalement donc, le président de l'INRAP, Jean-Paul Demoule, en collaboration avec l'anthropologue Bernard Müller, qui ont supervisé la première phase de fouille en 2010, puis en 2016. Au-delà de l'humour certain de Daniel Shpuri, qui a dû se réjouir d'être à l'initiative des premières fouilles de l'art contemporain, l'intervention scientifique a été extrêmement sérieuse et a été menée dans les règles de l'art, tant par les fouilleurs qui ont procédé à la mise au carreau du segment de la tranchée que par les dessinateurs qui en ont fait un relevé précis et les chimistes qui ont analysé les vestiges du banquet. La vaisselle et les couverts du repas, ainsi que de nombreux objets apportés et laissés par les convives, à la demande de Shpuri, des cendriers, des pièces de monnaie, des briquets, il y a même une brosse à dents qui a été retrouvée, ont été mis au jour. Les archéologues ont ainsi étudié leur état de détérioration et ont jugé de la qualité des artefacts. On a pu ainsi vérifier que les gobelets en plastique étaient toujours intacts, sous terre, tandis que le bois, lui, s'était décomposé.
Cette fouille a permis de mesurer la distance entre les résultats factuels livrés par l'archéologie et le souvenir de ce happening chez les amis et les personnalités invitées encore vivantes en 2010 pour en parler. La fouille a donc interrogé les archives du sol tout en les confrontant sur une courte durée, c'est-à-dire 27 ans, à plusieurs mémoires, à la mémoire des participants au banquet et à celle des archives papier, les photographies, les témoignages écrits, et enfin à la connaissance que les archéologues avaient des matériaux des années 80. La confrontation des données scientifiques au souvenir est intéressante pour l'historien comme pour l'anthropologue. C'est justement cette faille, cette incertitude de l'archive que questionne le travail de Christian Boltanski. Boltanski a choisi comme vocabulaire plastique des objets très simples, capables d'évoquer quelque chose à tout un chacun. Des boîtes de biscuits, des photographies de portraits en noir et blanc, des vêtements et de petites lampes. À partir de cette économie de moyens artistiques, il a su convoquer les pires heures de l'histoire, tout en permettant à chaque visiteur de se reconnaître derrière ces objets, d'y projeter n'importe quel drame, tant leur dimension est universellement partagée. Armand récupérait des dentiers dans une décharge d'hôpital pour l'accumulation, la vie à pleines dents. Boltanski, lui, chine les vêtements qu'il présente en vrac dans Réserve Canada, que vous avez ici reproduit, qu'il a réalisé en 1988 et qu'il a répété à plusieurs occasions, dans plusieurs expositions et des espaces différents, en 1990-91. Canada, c'est le nom que donnaient les nazis à l'entrepôt dans lequel ils remisaient les vêtements, les lunettes et les cheveux, dont étaient dépouillés et dépossédés les hommes, les femmes et les enfants conduits aux chambres à gaz. Le vêtement permet à Boltanski, peut-être plus directement encore que ne le font les photographies, d'accéder à l'émotion. Comme l'analyse Catherine Grenier, je vous lis la citation, « Sans jamais utiliser un document ni un objet d'archive, l'artiste nous renvoie avec la Réserve Canada ou avec la réserve du Musée des Enfants, l'œuvre que vous avez en bas dans l'écran, à une réalité insoutenable. C'est à cette même réalité que nous confrontent les murs de boîtes à biscuits sur lesquels sont collées des photographies, comme si chacune d'entre elles recelait les biens intimes d'une victime. En choisissant la relique plutôt que l'image et le registre de l'émotion plutôt que la réflexion critique, Boltanski réduit au minimum la distance entre l'art et le spectateur. Car comment mieux parler du corps absent, qu'en se référant à ce qui le recouvre, le protège, l'habille et en même temps sans distinction. Dans les installations de Boltanski, le vêtement se fait dépouille et relique. Qui a visité l'exposition Oradour, objets en héritage, ressent le sens, ce sens qu'incarnent ces objets. Leur présence, comme dans les œuvres de Boltanski, vient souligner l'absence des victimes, leur impossibilité de témoigner, leur silence. Ce sont les objets, ces vêtements, ces sacs à main, ces jouets, qui prennent le relais et se font porte-parole des victimes. Serrés les uns contre les autres, ces vêtements disposés en multitude parlent des corps brutalement disparus, de la mort de centaines de personnes dans des conditions inhumaines. Pourtant, étrangement, à ce phénomène de masse, il est toujours possible de se sentir relié. L'artiste dit ceci, « Mon travail porte toujours sur la relation entre le nombre et l'individu. Chacun est unique. Et en même temps, le nombre est gigantesque. Les vêtements, pour moi, représentent beaucoup, beaucoup de gens. » Derrière cette foule d'anonymes disparus, on peut lire évidemment le traumatisme de la Shoah. Mais au caractère personnel et particulier de l'histoire familiale de l'artiste s'ajoute une lecture plus large encore. L'œuvre s'ouvre à une expérience émotionnelle et collective. Derrière la représentation symbolique de l'extermination méthodique d'un peuple se lisent aussi tous les autres massacres et toutes leurs victimes. Notre conscience ne peut que comprendre la dimension universelle de cette mise en scène par l'art qui, de l'anonymat du collectif, de toutes ces victimes sauvagement assassinées dans des conditions effroyables, permet d'atteindre la singularité de l'individu. À penser la mort dans la quantité, impensable, comme dans son individualité,
tout aussi impensable, notamment si l'on pense aux jeunes victimes. Cet universalisme est d'autant plus vérifiable qu'à chaque fois que l'installation est réactivée à travers le monde, le public s'en saisit pour parler de trauma collectif. Ce fut le cas au Japon, à Nagoya par exemple, avec Réserve, le lac de mort. Il faut souligner que Boltanski, qui a exposé à travers le monde entier, remodèle à chaque fois spécifiquement ses installations en fonction du bâtiment qui les accueille, en jouant de l'éclairage, de la température du lieu, du cheminement, pour progresser dans la dramaturgie de l'œuvre. C'est un voyage dans lequel son expérience d'artiste sont vécues, les histoires qui le hantent cheminent à côté de celles du visiteur. Il s'agit d'une remémoration. Alors, au terme de ce parcours, après avoir rencontré des créations qui emploient l'objet quotidien pour mettre en scène les drames de la guerre, pour évoquer les victimes, je vous propose de nous arrêter un instant sur l'expérience artistique d'Esther Chalef-Gertz, qui a eu à jouer le rôle d'artiste et de commissaire à la fois d'une exposition-œuvre intitulée « L'aspect humain des choses ». Esther Chalef-Gertz est une artiste conceptuelle. Elle s'est fait connaître par les travaux réalisés avec son ancien époux Jochen Gertz, en particulier le monument contre le fascisme à Hambourg en 1986. Esther Chalef-Gertz interroge la place de l'histoire au quotidien dans notre société et particulièrement la façon dont chaque individu compose, renie ou intègre son histoire. Elle demande à des personnes de devenir narrateurs d'espace, d'objets ou de personnages du passé. C'est un processus de médiation que réalise l'artiste, permettant de conscientiser un travail de mémoire. Les disparus apparaissent, l'histoire surgit dans les creux, les fameux interstices observés par Leroy-Gourhan, dans les témoignages indirects et les vestiges, ces traces du passé toujours fragmentaires. Alors, qu'a fait Esther Chalef-Gertz pour l'aspect humain des choses ? Eh bien, ni plus ni moins que ce que nous avons tenté de faire avec l'exposition Oradour, objets en héritage, faire parler les objets retrouvés sur le camp de Buchenwald et les présenter dans le mémorial. La forme retenue a été celle d'une installation, comme vous pouvez le voir ici, composée de 5 vidéos, de 25 photogrammes, donc des photos tirées des vidéos, en couleur, donc, qui représentent les objets, qui lui ont été confiés par le directeur du mémorial. Alors, une particularité à cette œuvre, les objets étaient physiquement absents. C'était le choix de l'artiste. Le projet, commandé par le mémorial du camp de concentration de Buchenwald, a démarré en 2004. En 2006, l'installation est rendue visible aux visiteurs. Donc il a fallu 2 ans pour sélectionner les objets, les soumettre au regard et à l'analyse de différents champs disciplinaires. Je vais vous expliquer comment. Donc cette exposition intitulée « L'aspect humain des choses » a été montrée aussi à Paris en 2010. Donc je vous ai mis des images de cette version parisienne, dans à peu près les mêmes modalités de monstration que celles au mémorial de Buchenwald. Donc, dans une salle, 5 moniteurs sont proposés au public de part et d'autre d'une assise. Des vidéos y sont diffusées. Aucun bruit n'est perceptible puisque des écouteurs sont nécessaires pour accéder au contenu de ces vidéos. C'est donc le silence qui accueille le visiteur. En portant ces écouteurs mis à disposition, on entend la voix des personnes de l'équipe du mémorial qui présentent l'objet comme un portrait d'objet. L'artiste a en effet invité les membres de l'équipe scientifique du mémorial de Buchenwald, donc 5 personnes, à s'exprimer sur les objets provenant du camp. Elle s'est ainsi tournée vers le directeur, un historien, un archéologue, mais aussi une restauratrice et une photographe. Chacun connaissant et documentant l'objet selon son angle de spécialité, selon son approche. Les objets retenus sont ceux qui ont été créés ou détournés par les prisonniers. Ça, c'est le choix artistique d'Esther Chalef-Gertz. Ils témoignent de leur capacité à résister aux conditions inhumaines qui leur ont été affligées. C'est-à-dire que l'artiste est intéressé aux interventions créatives des détenus, des victimes, sur les objets eux-mêmes.
Dans chacun des moniteurs, chaque intervenant expose sa compréhension des objets, le décrit dans ses relations professionnelles, mais aussi personnelles et imaginaires avec ces artefacts qui ont survécu aux victimes. Les dimensions personnelles et imaginaires sont importantes aussi, car dans tout travail d'historien ou d'archéologue, elles existent aux côtés du savoir, de la neutralité, de l'esprit critique. Parce que penser, comprendre une civilisation disparue ou un fait historique récent, c'est vouloir aussi combler autant que possible les éléments manquants ou simplement faire correspondre entre eux les éléments existants, c'est se projeter par l'imagination, par le déplacement dans l'espace et dans le temps. C'est toujours et encore comprendre ce qui se passe dans ces interstices. Au mur de la salle d'exposition ont été accrochés donc 25 photogrammes, comme je vous le disais, tirés des films. Et chacun de ces photogrammes présente l'objet sous 2 angles, 2 positions différents dans les mains de la personne qui le présente. Alors cependant, donc comme à Bukavan comme à Paris, où cette exposition donc a été remontée, je vous le disais, les choses qui devaient être montrées, les objets ayant appartenu aux détenus, c'est-à-dire que le cœur, le sujet de l'exposition, ces objets-là n'étaient pas là. En plus du silence, le visiteur décontenancé ressentait le vide. L'artiste a fait ce choix de ne pas exposer les objets, de ne pas les montrer physiquement. Ils existent à travers les paroles des spécialistes, à travers les photos qui les représentent. Et c'est le rapport de ces 5 personnes aux objets qu'Esther Chalefgertz a voulu mettre en lumière. Donc je vais lire le passage que vous avez sous les yeux. Quand on m'a invité à créer un projet autour des objets trouvés sur le terrain du camp de Buchenwald, j'ai très tôt décidé de ne pas les montrer physiquement, mais de filmer leur présentation par ceux qui avaient un rapport professionnel avec eux. J'ai choisi des objets créés ou détournés par les prisonniers qui témoignent de la résistance aux conditions inhumaines qui leur étaient imposées. J'ai demandé à un historien, à un archéologue, à une restauratrice, au directeur du mémorial et à une photographe de raconter leur manière de procéder, leur rencontre à la fois professionnelle, personnelle et imaginaire avec ces objets. Je passe le reste de la citation. Ainsi, Esther Chalefgertz s'adresse au visiteur en l'interrogeant sur ce que signifie pour lui se remémorer et commémorer. Pour l'artiste, le souvenir et le devoir de mémoire sont autant une préservation des objets eux-mêmes, parce qu'ils sont directement reliés à l'histoire, que des constructions intellectuelles, les actes et les gestes qui l'entourent. Ces images arrêtées apparaissent comme des doubles portraits de la rencontre d'un corps et d'un objet de trace. Ça, ce sont les mots de l'artiste. L'art a rejoint les intuitions patrimoniales et les problématiques scientifiques, parce que pour Oradour, objet en héritage, nous avons longuement réfléchi, Babette s'en souvient parfaitement, à l'idée de présenter par la photographie les objets dans les mains des personnes qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Alors cette hypothèse de travail n'a pas été retenue, mais on voit bien comment la pensée artistique peut parfois aussi rejoindre la pensée scientifique. Comme toutes les interventions artistiques d'Esther Chalefgertz, c'est une mémoire portée et incarnée qui est mobilisée. L'art peut aussi s'accorder à l'incapacité de traduire l'insoutenable et la douleur par les mots, de raconter par la figuration, de transmettre par l'objet palpable et datable. Ainsi, juste après-guerre, devant l'horreur des camps et des massacres de civils auxquels se sont livrés les nazis, les peintres ont ressenti le besoin d'annihiler le motif, de le faire disparaître. La représentation du monde et de l'humain s'est échappée, a subitement disparu de la peinture, absorbée dans l'épaisseur de la matière de la toile, sous des couches de peinture, comme pour les enterrer, pour enterrer les atrocités et l'ignominie de la guerre, pour les sortir de la vie ou les maintenir quelque part dans les replis de la terre, de la matière picturale, de l'inconscient. Et donc c'est avec cette peinture de Jean Fautrier, intitulée Oradour sur Glane, réalisée en 1945 et qui appartient à la tristement célèbre série des otages, que je souhaitais achever cette présentation, comme sur un point d'orgue.
sur donc, cette présentation qui nous a fait un petit peu entrevoir les rapports qu'ont entretenus les artistes à la mémoire traumatique de l'histoire, avec l'intermédiaire ou non de l'objet du quotidien qui devient objet patrimonial. À la surface de cette peinture de Fautrier, on aperçoit une douzaine de visages de profil en brun rosé sur un fond épais de pâte blanche. Ces visages, comme regroupés et isolés à la fois sur cette masse centrale, regardent vers le bas. Ils sont captifs d'une expérience collective, celle du massacre du village. Cette œuvre a été exposée pour la première fois à Paris en 1945. Comme je le disais, elle appartient à une série qui a pour thème les otages. Il s'agit du commentaire du peintre sur la pratique des forces d'occupation allemandes qui a consisté à prendre des citoyens en otage, souvent en les torturant et en les tuant, en représailles d'actes de résistance. Fautrier a entendu les cris des victimes et les tirs des fusils. Son atelier à Châtenay-Malabry, dans la Belle et au Loup, se trouvait à 100 mètres des crimes commis par la Gestapo, qui venait déposer les corps torturés et fusiller les résistants de nuit, au lieu dit l'Orme mort. Les corps, ou plutôt les visages, la figure, sont devenus les sujets de ce peintre. André Malraux a salué les œuvres de Fautrier comme la première tentative d'écorcher la douleur de notre temps, jusqu'à en trouver les idéogrammes pleins de pathos. C'est une nouvelle écriture de la peinture et d'une peinture meurtrie qu'a sorti de lui Jean Fautrier. Et c'est précisément cette matière inhabituelle de la peinture qui a pu choquer par ses teintes pastel, par l'inadéquation au sujet très récent et sensible, qui crie pourtant à l'empathie. En épilogue et en résonance avec cette peinture, je souhaitais rappeler cette citation de Marcel Proust que vous retrouverez dans l'exposition Oradour, objet en héritage. Chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s'incarne et se cache en quelque objet. Elle y reste captive, à jamais captive, à moins que nous ne rencontrions l'objet. À travers lui, nous la reconnaissons, nous l'appelons, et elle est délivrée. Et c'est bien cette rencontre avec l'histoire, à travers le souvenir, cette rencontre avec la mémoire qu'appelle de sa forme informe cette peinture qui renvoie à l'indicible. Une peinture d'otages et de victimes. Cette peinture d'Oradour-sur-Glane attend une rencontre, tout comme les objets des victimes actuellement exposés au Centre de la mémoire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez fait traverser. Je voudrais revenir en fait sur l'exposition Objet en héritage. Lorsque j'ai vu cette exposition, j'adore l'art contemporain et je vais beaucoup voir d'art contemporain. Et lorsque je suis allée voir cette exposition, j'ai été, troublée par ces objets, bien sûr, mais aussi par en fait la scénographie. Et finalement, lorsque j'étais face à ces objets, j'étais troublée parce que c'est des objets d'horreur, de massacre. Et parfois, je me suis... j'étais troublée parce que parfois, je les reliais à des œuvres d'art. Voilà. Et ça me faisait penser, effectivement, à certaines œuvres d'art que je peux voir dans l'art moderne, mais aussi dans l'art contemporain. Et ça m'a troublée. Et je voudrais savoir, en fait, finalement, quel est le statut de ces objets dans cette exposition. Comment vous l'avez... comment vous pourriez le définir, ce statut, en fait? Alors, je peux déjà apporter une partie de quelques éléments de réponse, et je pense que Babette Robert, qui est ici présente, complétera et puis affinera ma réponse. Alors, la scénographie qui vous a troublé, elle est volontairement sobre, extrêmement discrète, elle laisse place aux objets. Notre volonté était que ces objets retrouvent leur dignité, on s'en parlait encore tout à l'heure avec Babette, parce qu'ils étaient certes présentés au mémorial, ils étaient présents, mais
avec un accès certainement limité à leur compréhension. Et le parti pris scénographique donc, a vraiment veillé à mettre en valeur tous ces objets qui sont ordinaires. Hein. Je l'ai rappelé en début, en introduction, il y a quelques objets un peu plus esthétiquement, peut-être plus délicats, plus intéressants que d'autres, mais tous sont des objets du quotidien. Donc il n'y a pas du tout de dimension artistique dans ces objets. Donc nous ne sommes pas face à des objets d'art, à des œuvres d'art. Nous sommes face à des objets du quotidien, ce que les archéologues appellent la culture matérielle. Donc nous sommes, je l'ai rappelé, nous sommes face à des objets de la culture matérielle des années 40. Sauf que ces objets-là ont vécu la violence de l'histoire. Et par leur quantité, par leur singularité aussi, ils renvoient évidemment aux absents. Donc il y a dans certaines vitrines sont vraiment éloquentes pour ça. À chaque objet, on pense immédiatement au propriétaire qu'on ne connaît pas, mais à la victime. On se projette, on associe cette vitrine qui montre, on en reparlait tout à l'heure avec Babette, qui montre les couteaux suisses prélevés directement sur les corps des hommes abattus, sauvagement, froidement, incendiés. À chaque objet équivaut une vie. Alors, je peux comprendre votre troupe si vous fréquentez les musées d'art contemporain et d'art moderne. Je ne sais pas si c'est Armand précisément que vous aviez en tête, mais évidemment que c'est troublant. C'est troublant. Mais ça prouve bien que les images de la guerre, les récits sont un trauma qui, alors je ne suis pas psychanalyste et psychiatre, hein, mais sont un trauma qui imprime les esprits des personnes qui évidemment ont directement vécu des scènes de massacre, des atrocités, mais aussi par rebond dans la société. Et c'est pour ça que j'ai fait cette entrée en matière par les artistes, les pop artistes, parce qu'eux aussi utilisent les objets, mais pas du tout les mêmes et pas du tout de la même façon. Je ne sais pas si ça a répondu partiellement à votre question. Merci beaucoup pour votre réponse. Et effectivement, votre conférence, elle éclaire justement le trouble que j'avais en allant dans l'exposition. Et donc, je comprends tout à fait maintenant votre partie. La scénographie a été travaillée de façon extrêmement minutieuse. Tout a été pensé pour que les objets soit au centre. La place des textes aussi, vous avez peut-être remarqué que les textes normalement introductifs à toute exposition se trouvent en fin de section. Et il n'y a quasiment pas de cartels, ces petites légendes qu'on trouve toujours et on se précipite pour aller lire les cartels. Là, il n'y a pas de cartels. Donc c'est vraiment la relation, l'entrée en matière, l'entrée en contact, le dialogue avec les objets qui priment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nouveau pour cette conférence très, très passionnante. Moi, j'avais une question, parce que vous avez évoqué la possibilité dans cette exposition de faire comme pour Buchenwald avec des photos. Je voudrais avoir un peu plus d'éléments sur les coulisses de la décision de présenter cette exposition de cette façon-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres pistes envisagées ? Ou est-ce que assez rapidement, cette piste-là a été choisie ? Babette, tu veux répondre peut-être ? Non ? On a pensé à beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses qui pouvaient immédiatement parler aux visiteurs, éveiller sa sensibilité, parce que vraiment l'entrée en matière, elle est de l'ordre de l'émotion. Ce n'est pas l'intellect qui est visé. On veut que le visiteur, le public français, étranger, international comprenne de quelle manière ces objets portent une mémoire et que cette mémoire doit être préservée. Alors, moi, ce qui m'a semblé intéressant dans la démarche d'Esther Schalefgard, c'est qu'elle ne montre pas les objets. Elle s'en détourne et en même temps, parce que son propos, c'est que cette mémoire, bien sûr, elle est portée matériellement, physiquement par les objets, mais cette mémoire, elle doit être relayée, elle doit être incarnée. Donc, pour revenir à votre question sur les coulisses de l'exposition,
On a eu tout un tas d'idées qui pouvaient justement aller dans ce sens qu'on voulait donner à l'exposition, à son parcours. Il y a eu donc la pensée de passer par l'image, donc comme Esther Schalleweger, de montrer les objets dans une main gantée, parce que quand on manipule des objets d'art ou objets culture matérielle classique, on porte un gant, bien sûr, parce que le contact avec notre peau peut détériorer l'objet en question. Et ces photographies auraient pu accueillir le visiteur à chaque entrée de nouvelles sections de l'exposition. On a fait le choix de les supprimer pour être vraiment dans une espèce de modestie, quelque chose de très, j'ai utilisé un terme artistique, minimaliste, mais dans le sens de l'effacement du présent, de nous, contemporains, enfin nous vivants au XXIe siècle, pour aller vers l'objet. D'ailleurs, l'objet, il est tout de suite là quand on arrive. On a ce réveil qui nous accueille, qui nous saisit. Le temps est arrêté, donc il y a comme un mécanisme qui se met en place. On entre symboliquement dans le temps du massacre. Quelles sont les autres pistes qui avaient été envisagées et auxquelles on a renoncé ? Eh oui. Mais finalement, c'est une bonne solution. Oui, on avait pensé à ce dialogue que j'ai tenté de traduire ici par ce modeste PowerPoint. Donc, créer un dialogue et un aller-retour entre l'objet historique, témoin du massacre, et comment les artistes ont mûri, ont réfléchi à cette période de l'histoire à travers l'objet. Donc on en avait envisagé, oui, qu'il y ait dans le parcours une ponctuation comme ça d'œuvres d'art contemporain. Ça a été un peu compliqué à mettre en place, et finalement, c'est une très bonne chose que l'on s'en tienne à la présentation simplement des objets ayant appartenu aux victimes d'Oradour. Oui, juste un petit complément par rapport à ce que tu viens de dire. Tu l'as dit très justement au début de ton intervention. Nous avons souhaité, par la scénographie, nous effacer. Voilà, il y a eu un parti pris de discrétion, d'effacement, et le refus je dirais, d'être bavard par des textes longs et répétés, parce que ce qu'il nous semblait important, c'était de proposer aux visiteurs le contact avec ces objets. Mais quand on entre en contact avec ces objets, nul besoin d'en rajouter. Et je dirais que dans la décision aussi de renoncer à la main gantée qui portait un objet, c'était peut-être aussi la volonté de refuser ce qui serait de l'ordre de la mise en scène. Et alors, vous allez me dire, une scénographie, c'est toujours une mise en scène, mais on a souhaité effectivement être minimaliste pour laisser la place aux objets.